Viens ma bimba, viens. Fab. Il faut bien s'équiper, hein, vous voyez. Il y a du matériel. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, cherche. À Ourches, dans la Drôme, vit Bernard Pelurson, qui a une passion pour les truffes. Jadis, il fut professeur de mathématiques, mais on serait tenté de dire qu'il est devenu professeur de philosophie. Car la nature qu'il contemple sans cesse et qu'il connaît si bien, lui a donné une grande sagesse qu'il aime à partager. Sans doute il est chasseur, mais il est tout autant écologiste. Et puis, comme cuisinier, il est absolument hors pair. Cherche bien, cherche. Bien. Là, fabuleux. Stop, 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 stop. Il y en avait une là-bas et une là. Hein. En même temps, il y en avait deux. Cite. Cite. Fabuleux. Où elle est? Stop, stop, stop. Non mais. Où elle est, où elle est, où elle est? Non mais. Non mais. Cite. Alors les chiens sont énervés parce qu'ils veulent leur récompense. Regardez, elle est là. Et là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un liodès. C'est un petit insecte qui fait des trous dans les truffes. Alors, c'est pas l'ami des trufficulteurs. Moi, j'ai tendance à penser que s'il est là, il n'est pas complètement inutile, mais les trufficulteurs ne l'aiment pas bien. Bah, vous voyez, la Fabulie, elle l'a mangé. Là, voilà. Là, voilà. Ah voilà, c'est une jolie truffe, c'est une truffe qui fait 40 grammes, qui sent bon, qui est bien mûr. Et vous voyez, le liodès, il a fait un petit trou là. Alors ça va dévaloriser un petit peu la valeur de la truffe, mais ça n'empêchera pas de se régaler. Hein. C'est bien gentil de prendre ce que nous donne la nature, mais de temps en temps, il faut savoir donner aussi. Donc là, je remets une poignée de spores de truffe à l'endroit où j'ai trouvé ma truffe. Alors c'est un mélange avec un petit peu de terreau spécial, du sucre pour les insectes, pour les fourmis qui vont promener là, et des spores de truffes. Et des spores de belles truffes que j'ai trouvées l'année dernière et que j'ai broyées. Et là je remets toujours 2 poignées. Personnellement je remets toujours 2 poignées et je remets toujours un petit peu de feuilles pour l'humus. Viens là, Bimba, Bimba, viens. Elle n'a encore pas eu sa récompense. Et après, on referme bien soigneusement et les chiens vont avoir droit à leur récompense. Ça, c'est le moment magique pour les chiens. Ils veulent leur récompense, ils y tiennent. Sauf que la récompense, je ne la trouve pas. Si, elle est là. Voilà. Elle est toute prête. Ah, doucement. Voilà. Et c'est quoi la récompense? Et un petit bout de gruyère. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, mais ils aiment bien, ça les change des croquettes, ça. Et là, elles repartent, donc il faut vraiment les regarder, parce que si elles repartent, c'est qu'elles vont chercher autre chose. Regardez. Cherchez là. Doucement. Doucement. Je suis né pas très loin d'ici, à Montmendre, en pleine campagne, dans la ferme de mes grands-parents. Et mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc j'ai baigné dans ce milieu-là, puisqu'en fait, mon papa est revenu de la guerre d'Indochine lorsque j'avais plus de 2 ans. Donc jusqu'à l'âge de 2 ans, j'ai vécu chez mes grands-parents maternels ou paternels, plutôt mes grands-parents paternels. Oula, ça sent. Mais elle doit être fond. Avec la caméra, vous ne pouvez pas prendre les odeurs. C'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que là, il y a une belle odeur. Hein. Regardez, elle est là. Vous voyez là? Attends, non, cite. Je vais la chercher un peu plus loin, pour ne pas la casser surtout, parce qu'elle n'est encore pas déterrée. Et puis, voilà, je vais la faire venir. Voilà, voilà.
Voilà. Ah. Regardez ça. Ça, c'est que du bonheur, quoi. Vous avez besoin de rien d'autre quand vous trouvez quelque chose comme ça pour vous faire plaisir. Vous n'avez que du bonheur, là. Et je crois que c'est Bouddha qui disait le bonheur, quand on le partage, ça ne le diminue pas. Et donc, moi, quand je peux faire partager ça à des gens, eh ben, ça me remplit de joie, quoi. Je suis content. Alors là où le bonheur est à son maximum, c'est quand vous allez chez les gens et que vous leur trouvez leur première truffe. Alors là, c'est vraiment quelque chose de grandiose parce qu'ils n'en reviennent pas. Alors après, vous voyez, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas des grosses truffes, on n'a pas trouvé des truffes de 100, 120 grammes. J'en ai trouvé cette année des truffes de 150, 180, 200. C'est pas pour ça qu'on va bouder son plaisir, quoi. Hein? Elle est où? Stop. Stop, arrête. Sit, hop. Elle l'a sortie toute seule. Vous voyez? Bimba, c'est une vieille chienne et on va raconter son histoire. Hein. Elle avait été volée, elle est partie 3 ans de chez moi. Même si elle est très vieille, elle est très très forte, mais elle n'est pas très précise. Vous avez vu, elle a gratté à plusieurs endroits. Et elle, par contre, c'est la précision même. Vous voyez, là, elle est venue, elle a mis la patte sur la truffe. Vous voyez, elle est belle, hein? On les dresse quand ils sont tout petits, c'est l'idéal. Moi, personnellement, je suis très favorable à dresser par le jeu. C'est-à-dire que quand vous avez un jeune chien de 2 ou 3 mois, ben vous le faites jouer avec une truffe. Comme vous faites jouer avec une balle, vous lancez la balle, et bien là, vous lancez la truffe. Donc il y va, et vous faites ça 2 ou 3 jours de suite, et pas longtemps, 5 minutes, vous le récompensez bien. Puis la fois d'après, vous changez un peu de coin, mais vous le lancez par exemple là, dans l'herbe. Et là, il ne verra pas la truffe. Donc il sera obligé de se servir de son nez. Et comme il connaît l'odeur, il va la retrouver facilement. Et puis après, petit à petit, eh ben, vous mettez la truffe sous des feuilles, sous de l'herbe, jusqu'à ce qu'il gratte. Et ça doit se faire... Vous voyez, il doit y en avoir une autre là. Stop, 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 stop. Stop. Quand pendant 2 ans, vous le baignez dans ce milieu-là, et ben, fatalement, ça laisse des traces, quoi. Alors ça m'a laissé beaucoup d'affection pour mes grands-mères, dont je parle dans mon livre que j'ai sorti là cet automne, pêle-mêle. Et puis ça m'a laissé des souvenirs lorsqu'on tuait le cochon, des souvenirs lorsque le boulanger passait, que je courais derrière la camionnette pour avoir droit à un croissant qui avait des odeurs, des émanations là aussi du croissant, c'était quelque chose de terrible. Je les laisse jamais trop traîner, vous voyez. Je les mets dans du sable humide et je les dirige à la chambre froide. Ce qui fait que, en fait, on ne les change pas beaucoup de leur milieu naturel. Hein. Elles vont être à température où elles étaient jusqu'à présent. Voilà. Il m'arrive qu'il y ait des gens qui m'en demandent, hein, des amis, des connaissances. Et c'est vrai que souvent pour les gens, ben, c'est quand même le moyen, quand ils connaissent la personne, d'être sûr d'avoir de la bonne truffe. Si j'ai une grosse quantité, je l'amène au courtier, quoi. Et après là, c'est ben voilà, c'est le côté le moins agréable parce que souvent il y a un petit peu du marchandage, quoi. Je pense que les gens sont plus isolés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ou 60 ans, même dans les campagnes les plus reculées. Quand j'entends des gens qui disent « Ouh là là, l'hiver arrive, mais c'est une catastrophe, ouh là là, encore pendant 3 mois, eh ben dis donc, on va déprimer. » Mais non, mais toute saison devrait nous amener à nous ressourcer. Dans toute saison, il y a des motifs de trouver la joie, de trouver du bonheur, à tout moment.
Il n'y a pas que l'été quand on bouffe les merguez jusqu'à 11h du soir, quoi. Mais l'hiver, la nuit qui tombe, qui vous oblige à rentrer très tôt chez vous, on a la chance d'avoir un toit. On n'est pas SDF. Si on pense un peu aux gens qui passent les nuits dehors, mais nous, c'est que du bonheur d'être devant un feu de cheminée. Mais c'est ça le bonheur. Et si vous voulez, aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience qu'ils ont le bonheur tous les jours et en toute saison, s'ils sont simplement un petit peu lucides et s'ils ouvrent les yeux. Il est juste là, à côté, tous les jours. Là, on l'avait aujourd'hui avec les truffes, mais d'ici peu, ça va être avec l'ouverture de la pêche, où les rivières vont se mettre à chanter, les truites vont sauter, vont venir attraper les larves des moustiques à la surface. Et puis après, ça sera les morilles qui vont exploser au bord des rivières. Mais en même temps, vous êtes de cœur écologiste, on l'a bien compris, et vous chassez. Alors ça, c'est quelque chose. Alors je suis à fond écologiste, mais à fond, et je chasse et je revendique, et puis sans réserve, quoi. Voilà, j'assume la mort de l'animal, et aujourd'hui j'ai un petit peu du mal avec les gens qui voudraient nous convaincre qu'il ne faut plus manger de viande, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Le jour où on ne mangera plus de viande, il n'y aura plus d'animaux. Il n'y aura plus de brebis. Vous connaissez quelqu'un qui va élever des brebis si on ne mange plus d'agneaux? Moi non. Parce que c'est un métier, et c'est un métier difficile. Hein. Bon, vous connaissez quelqu'un qui va élever des oies, des dindes, des poules, avec les difficultés qui sont les nôtres quand on veut faire un élevage un petit peu écologique, où les bêtes elles vont se balader à l'extérieur avec les prédations, des renards, des prédations normales qu'il faut gérer. Mais vous connaissez des gens qui vont le faire. À un moment ou un autre, on serait à un tel niveau de cheptel, en nombre, j'entends bien sûr, en tête, en nombre de bêtes, quoi, que ça sera ingérable. Il y aura une surpopulation. Alors, quelque part, c'est vrai qu'il faut qu'on soit conscient qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, l'homme ne peut pas faire n'importe quoi. Mais je pense quand même que l'homme a un rôle à jouer dans la gestion de ces élevages et dans la gestion de cette nature. Et loin de moi l'idée de dire qu'il faut tout exterminer. Non, il faut bien réfléchir, on a changé nos habitudes. Moi, pour le premier, sous l'influence de mes enfants, je consomme moins de viande. Parce que je suis bien conscient qu'on ne peut pas en consommer comme on en consommait avant. La population est trop nombreuse. Mais par contre, j'ai plaisir à manger une bonne poule au riz, j'ai plaisir à manger une bonne oie ou un gigot d'agneau, quoi. Et il faut le faire avec parcimonie, en ayant conscience que voilà, il y a des limites et qu'on peut pas passer ces limites. Bon, j'arrête la bétonnière parce que sinon vous ne m'entendrez pas. J'ai préparé du terreau. Du terreau dans lequel je vais mettre des truffes. En fait, des spores de truffes. Donc j'ai mis des truffes que j'ai préparées, on les passe au congélateur, après on les broie un petit peu avec un broyeur et on les met dans un seau de vermiculite. On va les mélanger. Voilà. Un seau de vermiculite. Voilà. De toute façon, ça se remélangera dans la bétonnière. Hein. Elle est là pour ça, la bétonnière. Hein. Elle n'est pas là pour la décoration. Je change un peu la position. Là, il n'y a rien qui se passe. J'arrête là. 8 fois 5 litres, 40 litres, ça suffit. Comme ça sera bien dosé. Parce que ça, c'est la préparation de départ. C'est ce qu'on va appeler la soupe. La soupe à partir de laquelle je vais faire une autre préparation qui sera moins concentrée, de façon à en mettre dans tous les arbres.
Bon, ben, une fois qu'on a fait le mélange avec les spores de truffe, et ben, il y a un gros boulot qui nous attend. Puisque sur cette parcelle, moi je travaille qu'à la grelinette. Il n'y a pas de travail mécanique. Je ne fais pas venir de tracteur ou autre engin mécanique. Donc vous imaginez, tout ça, il faut que je le travaille à la grelinette, là. Vous voyez, tout le brûlé, il y a un magnifique brûlé. Le problème, c'est qu'il y a un magnifique brûlé qui ne me donne pas de truffes. Donc il faudrait peut-être savoir pourquoi cet arbre, depuis 2 ans, ne me donne pas de truffes, alors qu'il y a 3 ans, il m'avait donné quelques truffes mélanosporales. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philippe Bois, qui est quelqu'un de très très branché sur l'environnement, sur le magnétisme, sur les énergies, sur le minéral, sur tout ce qui peut entourer les arbres et la nature. Et il m'a suggéré de poser la question, de communiquer avec les arbres, puisque vous savez que les arbres communiquent entre eux, comme cet arbre ne donne pas. Là, j'aurais envie d'enlever ces 2 branches-là, de les laisser partir sur 3 branches, voyez-vous. Bon, je les enlève, j'ai une chance sur 2 que ça marche, peut-être même pas, moins d'une chance sur 2. Si je lui pose la question avec mes baguettes, eh ben, j'ai également une chance sur 2 que ça marche pas. Donc c'est l'argument du pari de Pascal. Eh ben, je risque rien à poser la question. Peut-être qu'il va me répondre et qu'il va me donner les bonnes indications. Alors, je vais lui poser la question. D'abord, lui demander s'il est taillé correctement pour produire de la mélanosporum. Est-ce que tu es pour produire de la mélanosporum? Alors moi, quand les baguettes partent comme ça veut dire oui. Donc apparemment, il est bien taillé. Peut-être qu'il y a quand même une branche ou 2 à enlever. Est-ce qu'il faut enlever cette branche pour produire de la mélanosporum? Ah, là, c'est de l'autre côté. Donc il ne veut pas que j'enlève cette branche. Est-ce qu'il faut enlever cette branche pour produire de la mélanosporum? Non. Il faut couper cette branche-là? Non. Celle-là? Non. Il faut couper cette branche? Non. Voilà. Et là, moi, je ne comprends plus. Là, j'ai atteint mes limites. Il me dit qu'il est bien taillé, qu'il n'y a aucune branche à enlever. Quel est l'arbre qui te gêne pour produire de la mélanosporum? Donc là, ça serait, d'après la baguette, ça serait que cet arbre-là serait gênant pour produire de la mélanosporum. Est-ce qu'il faut couper cet arbre? Est-ce qu'il faut le couper entièrement? Oui. Donc il faudrait couper cet arbre, et peut-être que ça permettra ici d'avoir de la mélano. Mais comme je ne suis pas spécialiste, et que je sais une chose, c'est que je ne sais rien, comme disait Gabin, là, je ne vais pas le couper tout de suite quand même, cet arbre. Donc en fait, le principe de la grelinette, vous connaissez peut-être, c'est ça. Il faut le planter. Alors dans la caillasse, comme ça, c'est pas facile. Hein. On plante la grelinette. On voit que ça a été travaillé, mon sol. Hein. J'ai quand même la récompense. Et là, je soulève. Je soulève sans jamais retourner. Et voilà. Et c'est parti. Et alors ce que je fais, c'est que la préparation de tout à l'heure, la soupe diluée que nous avons préparée avant de venir, eh ben, j'en mets un petit peu partout. J'en mets une poignée par-ci, par-là. J'ai amené ce qu'il me faut là. Ben là aussi, comment voulez-vous savoir? Personne ne va vous dire si vous faites bien. Donc vous essayez. Moi j'ai eu par le passé une expérience très malheureuse. À l'époque où je louais, j'avais une location à la forêt dessous et les gens venaient la nuit à 1h du matin, à 5h du matin et volaient des truffes quoi. Donc on m'a dit, bah oui, tu vois, tu parles de la truffe et c'est pas bien parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas partager parce que ça suscite les convoitises et après tu t'exposes au vol.
Et moi, je suis pas bien d'accord avec ça, quoi. C'est pas parce qu'il y a 1%, et que dis-je 1%, 0,1% d'abrutis, de malfaisants qui vont venir essayer de voler les truffes des gens, qu'il faut pas partager un moment de bonheur avec des amis, et puis même avec des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Maintenant, quand même, on a des caméras qui sont indétectables la nuit, qui ne se voient absolument pas. Et avec une application, la caméra te renvoie directement le film sur ton portable. Donc c'est une sécurité. C'est vrai que si quelqu'un venait là la nuit voler des truffes, il y a des chances qu'il passe devant la caméra et il y a des chances que le portail me réveille et que je vois la personne en train de voler. Donc là, c'est pas très loin de la maison, il va falloir qu'il court très vite parce que autant je suis pour le partage, mais je suis pas pour le partage forcé, quoi. Tout l'environnement a changé. Moi j'étais là à côté, là, à Montvendre. Il y avait des ruisseaux partout. Partout il y avait des ruisseaux. J'allais à la pêche, j'étais tout petit, j'allais à la pêche avec une canne à pêche que je me fabriquais tout seul. J'attrapais des vairons. C'est super bon les vairons, vous savez, ces petits poissons là. Et le vairon, ça demande de l'eau claire et de la bonne eau hein, pour vivre. Hein. S'il y avait des vairons, c'est que c'était pas pollué. Là aujourd'hui, il n'y a plus un ruisseau. Ça date des années Pisani, où on a dit voilà, il faut que l'agriculture française se développe, il faut qu'on aille au-devant des gens, il faut du progrès dans les campagnes. Mais le progrès, il a pris le dessus très très rapidement et il a anéanti beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qui fait que aujourd'hui, on arrive à un déséquilibre profond quand même au niveau de la nature, des espèces qui disparaissent comme il n'en a jamais disparu. Et puis tous les événements, hein. Vous avez vu les feux de forêt, Alors jusqu'à présent, quand on disait ça, on nous disait mais ouais, mais toi t'es un emmerdeur quoi. Tu nous fais chier avec tes conneries parce que on peut plus voyager, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Là aujourd'hui, les gens vous disent plus déjà vous êtes un emmerdeur. Mais on va doucement, hein. Vous vous rendez compte ? On s'est donné jusqu'en 2040 pour supprimer les plastiques. Mais on va où là ? On marche sur la tête. En 2040 pour supprimer les plastiques. Ça pourrait être fait en 2 ans, en 3 ans. Et quel prétexte ils nous ont donné, ces braves dirigeants-là, qui se disent écologistes en plus ? C'est que, ma foi, il y avait des stocks à épuiser. Non, faut arrêter, quoi. Faut prendre le taureau par les cornes si on ne veut pas laisser moins que rien à nos enfants et à nos petits-enfants, quoi. Et toi, mon livre ? Moi, je vais boire du rouge. Allez. Les papillons viennent au mois de... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils viennent, mais... Je pense qu'il doit y avoir assez de truffes. Hein, ou rouspâtrées s'il n'y en a pas assez. Hein. Mais elle est bien noire. Hein. Elle est bien noire. Donc l'omelette, il fallait la préparer là-bas. Et là, tout de suite, on va préparer le beurre de truffe pour l'apéritif. Parce qu'on va se faire un petit apéritif avec un beurre de truffe. Alors, le beurre, tu le prends comme ça, là. Tu vois ? Et puis tu le coupes un petit peu, il est à température ambiante. Tu le coupes assez finement, comme ça en lamelles. Et tu le mets dans ton plat, de façon à ce que tu puisses le travailler, qu'il fasse un peu la pommade.